Je vais parler le chalet en premier, puis après ça, comme ça, il y a une parenté de sujet, puis je vais aller un peu plus vite que je pensais sur le sujet que je vais vous présenter, qui se trouve à être Chalet Glace au pavillon de l'Ontario à Expo 67, et on va finir en fait avec la présentation de Gilles. Moi, j'ai des images, Gilles, que j'ai préparées pour toi, on va pouvoir y aller comme ça. Et ce que je vais faire, si jamais vous voulez avoir plus de détails sur mon texte, parce que je vais aller un peu rapidement, vous pouvez demander à la Galerie Créa et tout ça. Moi, je peux vous envoyer par courriel une version détaillée du texte, dans le fond de la présentation que je vais vous faire, parce que je trouve que l'opportunité que Suzanne m'offre de parler, entre autres, de thématiques d'appropriation culturelle, de nationalisme et tout ça, Expo 67, ça ouvre un peu la porte. C'est pour ça que je vous disais tantôt, des fois, je dis des noms comme Chalet Glace et tout ça, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on ramène ces objets-là, à peu près tout le monde, en tout cas, a vu ça à quelque part, que ce soit chez les tantes, chez les grands-parents, chez les personnes, ou maintenant plus dans les ventes de garage et tout ça. Mais en fait, on a l'impression que ces objets-là qui étaient très courants dans les années 60, aller jusqu'au milieu des années 70, étaient faits ailleurs, entre autres en Italie, mais c'était des produits en fait typiquement montréalais et par extension ontariens par la suite, mais ces designs-là, ces compagnies-là ont été fondées à Montréal en fait. Donc on parle de trois compagnies, Chalet Glace, Murano Glace et en fait Murano Glace qui est devenu Chalet Glace, Lorraine Glass Industries, qui était dans Griffintown, puis Édage, qui est encore dans Montréal-Nord, sur le boulevard industriel. Et là, j'ai apporté ça, c'est ma mère qui est ici, à son mariage. Et tu m'avais dit, je pense que c'est le photographe qui voulait ou... Oui, il tenait à ce que la pièce soit... Bien, c'est ça, tu vois, donc, dans le contexte du milieu des années 60, une pièce de Chalet Glace, pour les Canadiens français, en tout cas, ça avait énormément de prestige. C'était un marqueur de statut social au point où là, ça rendait le mariage encore plus fabuleux parce qu'il y avait ces pièces-là. Donc, c'était des pièces qui étaient très près des gens. Et les compagnies, en fait, jouaient sur l'ambiguïté en ayant des noms comme Murano, Venetian Glass et tout ça. En fait, l'idée, c'était que c'était des verriers vénitiens, parce que la situation économique n'était pas facile en Italie, sont venus ici travailler à Montréal, et les compagnies ont été fondées sur place. Donc, ce ne sont pas des produits italiens, ce sont tout à fait des produits québécois. Ici, on voit le catalogue de produits de Chalet Glace, par exemple. Là, je parle de métiers d'art, mais on pourrait me dire que ce n'est pas des métiers d'art, on va rentrer dans un débat et tout ça, dans le sens où c'est ni québécois, ni canadien, mais c'est le travail d'Italiens qui sont venus ici et qui se sont adaptés à ce que le marché local voulait, qui est un mélange de modernité et de genre traditionnel. On l'a vu avec ce qu'on a vu présentement. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont inventé un type de verre qui n'existe pas nulle part ailleurs, qui est un mélange de tradition, de nouveauté, avec des couleurs, des oranges, des rouges, évidemment, et tout ça. Quelques photos, ça c'est... Chalet Glace a déménagé à Cornwall, Ontario, au début des années 60. Je ne peux pas rentrer dans les détails tout de suite. Alors que les deux autres compagnies sont restées à Montréal. Mais autant Chalet Glace que Venetian Glass ici, ou Lorraine Glass Industries, partageaient les mêmes employés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui offraient plus cher, les employés revenaient au Québec, et après ça, en Ontario, ils offraient plus cher. Les gars devaient en Ontario. Ça a été comme ça pendant un certain temps. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'expertise du verre soufflé au Québec. Ça ne se faisait pas, juste dans des conditions, comme je disais, de très grandes usines où on fabriquait des pots maçons, des trucs comme ça. Ça n'avait rien à voir avec le travail artisanal. Et Chalet Glace, comme je vous dis, qui était une compagnie fondée et où on travaillait sur des gens, des Italiens qui ne parlaient à peu près ni français ni anglais, qui vivaient entre eux. Il y avait même une maman italienne qui leur faisait la bouffe, ça faisait partie de leur contrat de travail. Donc, on sont venus à être associés de près à, en fait, Expo 67 pour un paquet de raisons, et entre autres des raisons éminemment politiques. Entre autres, Chalet Glace avait développé une feuille d'érable comme ça dans les années 60 comme produit, parce que la feuille d'érable, évidemment, était en vogue à ce moment-là. Dans les années 60,
Le drapeau canadien a été adopté l'année de l'exposition universelle, en catastrophe. En fait, ces produits-là existaient, mais ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement fédéral, là je fais une histoire courte, qui est beaucoup plus détaillée et intéressante que ça, a été chez Chalet Glace, leur recommandé des feuilles d'érable en cristal massif. C'est des pièces qui mesurent comme ça, là, 6 livres chaque. Là. Il y en avait des très grosses et des plus petites. Et les ont exposées au pavillon de l'Ontario. Donc, il y avait la feuille d'érable rouge, ça va, mais à côté, il y avait la feuille d'érable bleue. Et là, évidemment, on se questionne sur le naturel de la chose. Mais le naturel de la chose, c'est que le bleu était franco-ontarien et le rouge, en fait, franco-anglais. Donc, l'enfer est bleu, le ciel est bleu, l'enfer est rouge, le Canada, Parti libéral, le Québec, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve à avoir exposé côte à côte une feuille d'érable bleue, alors que, évidemment, les premières étaient vertes, bleu et rouge. Et la raison pour laquelle on a fait ça, en fait, c'est qu'au gouvernement fédéral, les gens qui ont été directement impliqués dans la commande pour le pavillon de l'Ontario, c'était des gens qui n'étaient pas en faveur du changement du drapeau canadien. On a voulu moderniser le drapeau canadien à la même époque où on modernisait tout. Et ça, c'était le drapeau du Canada depuis la Confédération, qui est une fédération, en fait. Hein, on parle de confédération, mais il n'y a rien de... Il y a une fédération. Donc, quand que Julien Hébert a gagné le concours pour le logo d'Expo 67, mais ça c'est en 1961, les gens qui étaient au Parti conservateur, entre autres à Ottawa, ont sauté une coche. Ils ont dit que c'était un symbole communiste, hippie, etc., un complot judéo-maçonnique. Il n'en voulait pas de ça. Il avait peur que ça devienne le drapeau du Canada, un genre de représentation moderne. Ils ont insulté Hébert, et puis là, ça a viré en bataille politique au gouvernement fédéral. Et c'est dans ce contexte-là que des gens qui n'étaient pas pour l'adoption pour le changement se sont mis, en fait, à se dire, OK, bon, le Union Jack, etc., c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et à ce moment-là, se sont mis à valoriser, en fait, le motif de la feuille d'érable, qui, en fait, était une forme d'appropriation culturelle, parce qu'anciennement, évidemment, la feuille d'érable était un symbole traditionnel des Canadiens français, et non pas des Canadiens anglais. Mais il reste qu'à cette époque-là, il y avait une certaine ambiguïté autour de l'utilisation de la feuille d'érable, et ils ont fini par pousser ce motif-là pour éviter le pire qui était un truc moderniste à la Hébert. Et donc, les politiciens se sont rendus chez Chalet Glace pour produire. Donc, l'idée, c'était d'inonder le site d'Expo 67 avec des feuilles d'érable le plus possible. Et ces feuilles d'érable-là de Chalet Glace étaient données à tous les dignitaires étrangers qui venaient visiter Expo 67. Donc, même Charles de Gaulle, là, quand il venait à Montréal, là, puis il a fait sa fameuse déclaration, il était ici pour visiter Expo 67. Il ne s'est jamais rendu à Ottawa le lendemain. On ne sait pas s'il a reçu sa feuille d'érable. Parce que celui qui était en plus responsable de faire la commande chez Chalet Glace de ces feuilles d'érable-là, c'était lui qui était responsable d'accueillir les dignitaires étrangers. Fait qu'il s'assurait que les gens partaient du Canada, non pas avec une affaire à la Hébert, comme on a vu avant, mais avec une belle feuille d'érable rouge et ou bleue comme ça. Donc, quand on parle de symboles, de jeux, de politique, etc., puis là, je pourrais rentrer dans les détails croustillants. Et là, juste pour finir rapidement, c'est intéressant. Pour éviter qu'on retombe dans une affaire de même, quand il est venu le temps de présenter un deuxième logo pour la Confédération et non pas Expo, même si tout était lié, hein, parce qu'Expo, c'est le 100e anniversaire de la Confédération canadienne. Ils ont fait produire par Stuart Ash, qui est un designer de Toronto en 1963, cette feuille d'érable-là, qui est revenue un peu récemment. Mais c'était une commande, hein. On disait, il faut une feuille d'érable. La feuille d'érable va être simple, elle va être reconnaissable, elle va être... Et puis là, il y avait une liste de commandes. Donc lui, et c'est la première fois qu'on utilisait officiellement au Canada la feuille d'érable en lien avec le gouvernement fédéral, c'était pour la Confédération. Et ce que je vous montre là, en fait, c'était ce qui devait être le drapeau du Canada, présenté par Lester B. Pearson à ce moment-là. Et ce qu'on voit, en fait, c'est la feuille d'érable tripartite, donc l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse,
entouré de l'océan Atlantique au Pacifique, donc d'une mer à l'autre. Quand Pearson est venu pour présenter ça, les anglo-réactionnaires, les conservateurs n'en ont pas voulu parce qu'ils ne voyaient pas d'une mer à l'autre, ils voyaient que le Québec, les francophones, le bleu, entouraient le rouge. Et donc ça n'a absolument pas passé. Et en extrême, vraiment dans la dernière minute, un drapeau militaire qui était la feuille d'érable rouge au centre uni, donc l'Empire uni sur Britannia, et après ça, les deux bandes rouges pour bien s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion entre le Québec et les océans, a été adopté, mais comme vraiment catimini à la dernière minute aussi. Là. Il y a un rocambolesque, des motions au Parlement rejetées, en tout cas, c'est ça. Comme je vous dis, si vous avez la chance de lire le texte, c'est beaucoup plus intéressant. Et tout ça pour dire que, bon, Chalet Glace, comme je vous disais, c'est un peu à côté de la traque jusqu'à un certain point, mais dans l'histoire d'hiver, ça a une très, très grande importance parce que des gens, comme je vous ai parlé, comme Tom Klein, en fait, produisaient ses pièces de nuit chez Chalet Glace avant d'avoir son propre atelier ici au Québec. Entre autres, ces presse-papiers-là étaient faits en grande partie, mais là, 76, ça a été fait dans son atelier. Et quand Chalet Glace a fermé, parce que ces compagnies-là ont été hyper populaires au début des années 60, le pic, ça a été autour de 67, 68, 69 avec l'Expo, et après ça, il y a eu un crash, les compagnies ont fermé, fait faillite en 75. Et à ce moment-là, Tom Klein, qui travaillait comme photographe pour Lorraine Glace à Montréal, se trouve avoir acheté les équipements et il a fondé son atelier qui était situé au 10 de la rue Ontario-Est, au coin de Saint-Laurent et Ontario, au 10e étage. Il faisait fondre du sable à 3000 degrés avec des tuyaux à gaz qu'il avait montés lui-même à partir du building. Et moi, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, je me suis rendu au Cornwall Regional Art Gallery en 2010 et j'ai revu les deux feuilles d'érable dont je vous parle qui étaient exposées dans une galerie d'art. Et donc là, c'est intéressant de voir à quel point ça, c'était des marchandises, etc. et qui sont devenus, maintenant, avec le temps, sont passés vraiment du de la vente de garage, du sous-sol, même la pièce de ma mère que vous avez vue sur la photo, elle était des années dans une boîte dans le sous-sol, puis là, maintenant, Je l'ai dans mon salon. Elle est dans le salon, on va dire. C'est juste pour vous dire comment est-ce qu'un objet peut être, comme avoir une certaine valeur, complètement disparaître, devenir en emblématique de quelque chose de kitsch, puis de rétrograde, puis de revenir comme un objet d'art. Puis moi, la plus belle citation que j'ai eue quand j'étais là, c'est un des ouvriers, Giovanni Volta, qui a déjà travaillé pour Chalet Glace, me dit à l'époque, je ne réalisais pas qu'on était des artistes. Il dit c'était un travail difficile, de choc, etc. Mais il dit maintenant, je réalise qu'on était des artistes. Puis il était super fier de réaliser 50 ans. Maintenant, le réflexe, dans ce moment, ce qu'il faisait, c'était de l'art. Alors que lui, dans sa tête, c'était un job pas possible qu'il faisait. Il sortait autour de entre 300 et 800 pièces par jour. C'était fait à la main, c'était du travail à la chaîne. Et juste pour vous montrer, parce que moi, il y a une question de permanence, de transmission des compétences. Sabatino de Rosa, qui a déjà travaillé pour les 3 compagnies ici à Montréal. Moi, je l'invite régulièrement dans mes cours à chaque année à Espace Vert pour qu'il enseigne aux étudiants, en fait, comment travailler avec ce que lui appelle le old school, là, les techniques, parce que ça n'a rien à voir avec nos techniques modernes de travail. Puis Sabatino impressionne toujours les jeunes quand ils arrivent parce qu'il est tellement efficace, bon, tout ça. Les jeunes se disent, oh boy, ok, papy, il performe plus que moi, là, tu sais. Mais c'est juste pour dire que la transmission, entre autres, là, se fait. Et voilà. Et ce qui m'emmène, en fait, à... Ça, c'était un peu avant ce qui existait en verre au Canada, au Québec, avant que Gilles Desaulniers, en fait, arrive. Il change complètement le portrait. Donc, Gilles, tu peux venir?